La crise énergétique n'a pas encore commencé, c'est le point de vue de Jean-Marc Vittori des Échos. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. On l'a vu là, quand même, la crise énergétique, on a vu la flambée de nos factures énergétiques, le pétrole, le gaz, l'électricité. On a tous compris qu'on était en plein dans une crise énergétique. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive là? On a tous compris qu'on était en plein dans une crise, mais on n'en subit pas encore les effets. On a l'effet prix, quoi, déjà. On a l'effet prix, on a l'effet prix, mais ensuite les effets ils vont s'instiller dans toute l'économie, ils vont se diffuser, et ça prend beaucoup de temps. Et ça prend beaucoup de temps, il suffit de regarder des épisodes du passé pour voir combien de temps ça prend. Fin 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un désaccord au sein de l'OPEP. L'Arabie Saoudite avait ouvert en grand les vannes. On n'avait pas très bien compris pourquoi à l'époque d'ailleurs. Les prix se sont effondrés. Dans l'économie française, ça a eu un effet très favorable à partir de la seconde moitié de l'année 2016. Et ça a débouché sur une excellente année 2017. Ouais. Alors que c'était fin 2014. Et ce n'est pas la première fois. On a eu un contre-choc pétrolier en 1986 et on a eu des effets bénéfiques à partir de 1988. Et puis le choc pétrolier de 1973. Parce que là, on n'est pas en contre-choc, là, on est surtout en choc pétrolier. Oui, mais ça marche dans les deux sens. Dans les deux sens, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on croit. Il y a le choc des prix, et vous l'avez très bien écrit, et puis il y a le choc sur l'activité. Voilà. Les deux ne sont pas synchronisés. Exactement. Et ça prend 1 an à 2 ans avant que ça se diffuse. Le choc de 1973, les prix sont quadruplés entre la mi-octobre 1973, le prix du pétrole, ouais. Mais le pétrole qui était alors au cœur de la production d'énergie, le pétrole, son prix quadruple entre la mi-octobre et la fin décembre. En partant de niveau beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Oui, mais c'est même un choc. En point de PIB, ça fait un prélèvement absolument massif sur l'économie française qui, pour l'instant, est du même ordre que ce qu'on voit avec le pétrole et le gaz cette fois-ci. Et on voit l'activité se retourner seulement fin 1974, c'est-à-dire 1 an après la flambée des prix. Tout le monde et la flambée des prix, on la voit tout de suite. On la voit tout de suite. Et ce qui m'a frappé en travaillant sur ce sujet, c'est que sur le plan politique, alors on dit souvent les choses vont beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a des décennies, parce qu'on a des technologies de l'information, etc. Quand on regarde précisément ce qui s'est passé à l'automne 1973, Qui est à Matignon? C'est Pierre Messmer. Okay. Pierre Messmer, qui est Premier ministre de Georges Pompidou. Ouais, okay. Donc 16-17 octobre, les pays arabes de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, décident d'augmenter les prix de 70%. Et 6 semaines plus tard, donc le 30 novembre 1973, ce fameux Pierre Messmer, qui est un ancien militaire bien raide, bien droit, fait une intervention à la télévision où il dit ça va être terrible, il va falloir faire des économies, il faut moins chauffer, il faut moins éclairer. Ça nous rappelle quelque chose. Là, exactement. Et il fait ça nous rappelle Elisabeth Borne. Il fait ça 6 semaines après, et on a le ralentissement de l'activité seulement 1 an après. Et effectivement, ensuite, quand on regarde le discours, c'est incroyable. C'est le même discours, à quelques différences près, mais c'est le même discours que vient de tenir Elisabeth Borne. C'était un même discours. Alors, même durée. Même début, on commence par dire la France est indépendante et les prix de l'énergie, on assume le fait qu'ils augmentent. Et puis ensuite, quand on regarde les mesures déclinées, c'est la même chose. C'est-à-dire, il va falloir premièrement, on ne risque pas vraiment la pénurie cet hiver parce que le gouvernement a pris des mesures de stockage, on a anticipé. Pierre Messmer le dit, Elisabeth Borne l'a dit. Ouais. C'est une réalité en plus. Oui, mais à 100%. Bon, ça peut empêcher quelques petits problèmes ensuite. Pas de pénurie, mais des problèmes économiques qui ont même été tout à fait substantiels. Ensuite, il va falloir faire beaucoup de petites mesures. Chacun d'entre nous va devoir faire beaucoup de petites mesures, et donc ça, Pierre Messmer le dit, Elisabeth Borne le dit. Ensuite, encore, l'État devra montrer l'exemple. Bon, ok, les deux disent exactement la même chose. Ensuite, encore, il y a 2 postes sur lesquels c'est facile de faire des efforts, c'est l'éclairage et le chauffage. Déjà à l'époque. Voilà, exactement. Ils disent exactement la même chose. Et quand on regarde les mesures qui ont été prises, alors ça a été plus sévère à l'époque. À l'époque, Pierre Messmer avait interdit les courses automobiles. C'est une mesure qui sautera très vite, parce que les courses automobiles, il faut aller vite. Il avait imposé une limitation de vitesse, et donc comme il y avait une limitation de vitesse, il ne pouvait plus y avoir de courses automobiles. Limitation de vitesse à 120 km/h sur les autoroutes. Pas sûr qu'on et puis, il avait interdit aux télévisions d'émettre après 23 heures.
Donc il y a comme des différences. Voilà. Hein. Donc il y a des différences, mais sinon les mesures. Mais tout ça pour dire quoi? Donc l'histoire se répète, des similitudes à un demi-siècle d'écart. Des objectifs communs. Déjà à l'époque, il fallait baisser, je ne sais plus, de 10 ou 15% la consommation de pétrole. Et on arrive ensuite aux mesures précises qui ont été prises. Interdiction de la publicité lumineuse. Hein. Donc en 1973, oui, le soir, donc entre 10h et 7h du matin par Mesmer, entre 1h et 6h du matin par Elisabeth Borne, mais c'est exactement pour arriver la à quelle même conclusion, mesure. Juste le parallèle, là, ok, très bien, mais pour dire quoi Pour dire que quand il y a un choc énergétique, la mesure le plus facile à faire, c'est des mesures d'économie. Hein, vous n'allez pas dire... c'est frappé sur le bon sens après. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ensuite on revient sur le point de départ, c'est que de la prise de conscience du fait qu'on a un gros problème avec l'énergie et qu'il faut faire 10% d'économie en gros, d'économie d'énergie. Ensuite, entre cette prise de conscience, cette affirmation très forte, ces mesures politiques qui sont fortes, et cet appel au peuple, à la raison du peuple qui est tout à fait significatif. Rien n'est obligatoire. Voilà, il y a très peu de choses obligatoires, mais entre ça et ce qui se passe ensuite, premièrement, ces mesures-là sont nécessaires, mais elles n'arrivent pas à empêcher le ralentissement économique. Et le ralentissement économique, lui, il vient plus tard. Beaucoup plus tard. On a tendance à imaginer que les choses vont aller très vite. On a souvent, les journalistes, mais aussi les économistes, ont tendance à imaginer qu'une mesure va produire des effets immédiatement. Mais dans la grande majorité des cas, ce n'est pas ce qui se produit. Dans la grande majorité des cas, il faut que les mesures percolent à travers tout le système productif, à travers le système de distribution, à travers les magasins. Il faut que tout ça se propage, se diffuse. Ça prend des mois, et les effets donc, sont à beaucoup plus long terme que ce qu'on a tendance à vouloir imaginer d'habitude. Mais si on va, Jean-Marc, au bout du parallèle, ça veut dire que dans 1 an et demi, c'est la récession assurée. Pour beaucoup d'économistes nous disent que ce sera plus rapide que ça. Hein. On peut, alors, il peut y avoir une différence aujourd'hui tout à fait substantielle, c'est si on n'a pas seulement une hausse des prix, mais aussi des ruptures d'approvisionnement. En 1973, il y avait eu la menace, il y avait eu un embargo sur les États-Unis, sur les Pays-Bas, qui étaient des pays qui étaient très pro-Israël à l'époque. Et donc les pays arabes avaient voulu les sanctionner, mais ça avait été des mesures qui n'avaient pas duré très longtemps et qui avaient été contournées assez facilement. Là, si on manque d'énergie, on peut avoir un choc qui sera beaucoup plus brutal et rapide. Mais si on n'a pas cette rupture brutale d'approvisionnement, si on arrive à gérer la baisse des importations russes, à la fois par des économies d'énergie et par un accroissement des importations en provenance d'autres régions productrices d'hydrocarbures. À ce moment-là, on a un scénario qui se rapprocherait de celui qu'on a vécu il y a un demi-siècle et qui est le ralentissement. Il est très progressif, mais ensuite, quand il se fait sentir, il fait mal. Il fait mal, il dure plus longtemps que prévu. Et il fait mal 1 an ou 1 an et demi après. Et ensuite, effectivement, parce qu'une fois que tout ça est dans les circuits pour purger les circuits, pour faire sortir tous ces effets négatifs, ça prend beaucoup de temps. Sauf que la récession, après, peut aussi, pardon, je coupe, la récession peut aussi entraîner un contre-choc pétrolier et pour le coup redonner un peu de tonus à l'activité. Oui, c'est souvent ça fonctionne comme ça, non? Mais on voit que les investisseurs aujourd'hui, ils sont déjà en train d'imaginer ça. Mais encore une fois, ils sont en train de l'imaginer trop tôt. On est en train d'imaginer les effets positifs du ralentissement de l'économie avant d'avoir ressenti les effets négatifs. Il y a même une logique qui va se produire et celle-ci, hélas, cette logique, cette pesanteur, on n'y échappera pas. La crise énergétique n'a pas encore commencé, c'est à lire aujourd'hui, évidemment, dans le quotidien Les Échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut.